Smart et réglo, on parle d'intelligence artificielle, on ne parle finalement plus que de ça, ChatGPT, IA. Intelligence artificielle et droit d'auteur, ça c'est un sujet extrêmement pointu et on en parle avec Vanessa Bouchara. Bonjour Vanessa. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir parce qu'on va en apprendre beaucoup. Vous êtes avocate spécialiste des droits d'auteur et par extension, vous l'avez prolongé dans la relation droit d'auteur, intelligence artificielle. Il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème sur l'émergence de l'IA. Donc la fabrication de projets artistiques, d'articles, de musique. J'ai vu que Eminem avait été plagié, enfin en tout cas on avait retravaillé Eminem à travers cet artiste français en concert. Il y a un vrai sujet là, il y a droit d'auteur. En fait, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde utilise l'intelligence artificielle de plus en plus et ce qui est important, c'est de savoir dans quelle mesure on peut s'en servir et dans quelle mesure on peut utiliser des contenus qui seraient issus de l'intelligence artificielle. Donc oui, il y a un vrai sujet parce que, comme vous le disiez très bien, l'intelligence artificielle a complètement envahi notre quotidien et on s'en sert tous, on en entend tous parler. Et pour les créatifs, pour tout ce qui est artistes, créateurs de contenu, créateurs de logos, ça fait vraiment partie de leur univers et de leur mode d'expression de leur art. Vanessa, il y a deux sujets pour aborder cette question. Il y a ceux qui fabriquent, qui sont des humains et qui fabriquent une œuvre, un écrit, un article. Et puis il y a l'autre côté, l'IA qui fabrique lui-même son propre produit. Et excusez-moi, là il n'y a pas de droit d'auteur, c'est une zone grise là du droit d'auteur, puisque c'est pas l'ordinateur qu'on rémunère. Alors vous avez raison, il y a vraiment deux sujets. Le premier, c'est la manière dont l'intelligence artificielle va utiliser un certain nombre de données pour arriver à se nourrir et à retranscrire sur les instructions des personnes qui utilisent l'outil, les différents éléments. Et là, est-ce que l'intelligence artificielle peut tout utiliser ? Et c'est là-dessus qu'il y a eu un procès qui a fait aux États-Unis, aux États-Unis par 3 artistes, Kelly McKernan, Carla Ortiz et Sarah Anderson, qui est une célèbre créatrice de bande dessinée, qui ont agi, mais pas tant pour eux finalement, mais de manière plus globale, en se disant, finalement... Une sorte de jurisprudence, quoi. Exactement. Finalement, est-ce que les outils d'intelligence artificielle peuvent tout utiliser ? Mais qu'est-ce qu'ils reprochaient à l'IA, là, ces artistes ? De faire une sorte de puiser de puiser dans tout l'existant, et notamment dans des droits d'auteur, pour après utiliser ça de manière détournée pour répondre aux requêtes des personnes utilisant les différents outils. Sur le plan du droit, parce que ça c'est un sujet, vous êtes spécialiste du droit d'auteur, alors le droit d'auteur est très codifié, quand on est écrivain, quand on est journaliste ou réalisateur de documentaires, en France c'est très codifié. Sur la question de l'IA, est-ce que le droit court derrière ce qui se passe en vrai, comme ça se fait souvent ? Est-ce que globalement on est dans une zone encore à défricher sur ce sujet ? On est clairement dans une zone à défricher. Il y a eu un certain nombre de choses, et notamment le Copyright Office américain, parce qu'en fait aux États-Unis on a un système très différent de celui de la France. Quand on est titulaire de droit, on fait un dépôt auprès du Copyright Office. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un auteur de bande dessinée a fait un dépôt d'une œuvre qui était une bande dessinée avec des visuels qui avaient été créés par Midjourney. Et le Copyright Office s'en est rendu compte et a refusé la protection de l'œuvre, en tout cas a refusé d'enregistrer l'œuvre. Et à partir de là, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'intelligence artificielle était omniprésente et qu'il fallait mettre un certain nombre de guidelines pour guider les auteurs. Et ils ont dit que quand une œuvre était 100% générée par l'intelligence artificielle, le Copyright Office, ça date d'il y a quelques mois, en mars 2023, 100% générée par l'intelligence artificielle, pas de droit. Et quand il y avait une contribution, il fallait faire preuve, exactement, là il fallait faire preuve de transparence. Vanessa, pour être concret, je suis créateur de musique électronique, ça se fait beaucoup. Je vais à la fois puiser dans mes propres créations, dans mes notes que je vais créer, et puis en même temps, j'ai un codage, j'ai une boucle musicale qui me plaît, que je suis allé piocher dans l'IA, sur ChatGPT, je ne sais pas. Je mixe les deux. Là, comment on fait ? Parce que là, c'est hybridé, là. C'est complètement hybridé. Et à mon avis, c'est sur le hybridé qu'il y a vraiment des sujets. Et c'est ce qu'a dit le Copyright Office américain. C'est ingérable de vous à moi. C'est très compliqué parce que sur le hybridé, il faut savoir d'abord d'où viennent les notes, pour prendre votre exemple, qui ont été émises par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elles sont protégeables au titre du droit d'auteur ? Et quelle est l'origine ? Parce que l'outil va vous donner ses notes, mais il ne va pas vous dire d'où ça vient. Bien sûr. Et ensuite, il faut savoir si... Il faudra un Shazam pour trouver la source. Exactement. Et finalement, on va se poser la question de la combinaison de votre part créative et de la part créative qui vient de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça crée une œuvre différente sur laquelle il y a un droit d'auteur ? Donc c'est vraiment tout l'enjeu. Il y a eu des usurpateurs littéraires, vous vous souvenez, ça c'est au temps du papier et de l'imprimerie, mais je suis écrivain, je vais écrire mon livre intégralement grâce à l'IA. Je trouve un éditeur qui trouve mon idée géniale.
Ça arrive de plus en plus. Et je vais avoir des droits d'auteur. C'est une usurpation totale. Et on est d'accord. On est d'accord. Si vous avez... Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Vous avez beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui sont complètement créés à partir de l'intelligence artificielle, mais qui, de manière transparente, les auteurs, si on peut appeler ça comme ça, ouais, si on peut appeler ça comme ça. expliquent qu'ils ont que ça vient de ChatGPT, de Midjourney, et sont assez transparents, qui commercialisent ça et qui finalement en tirent des revenus. Donc oui, ça pose un enjeu, un sujet stratégique. Mais ça veut dire que si l'avocate que vous êtes, vous, Vanessa Bouchara, vous savez qu'il y a des livres qui sortent en intégrale quasi de ChatGPT ou créés par l'IA, le milieu le sait. Sur l'absence de création, c'est-à-dire qu'en France... Oui, mais il touche les droits d'auteur comme au final par l'éditeur. Quand il va vendre ce livre, il va quand même toucher des royalties. Et un avaloir. Mais c'est bien le sujet, parce qu'effectivement, il n'y a pas de droit d'auteur sur quelque chose qui ne vient pas d'une création intellectuelle. Donc si on dit simplement à un outil ChatGPT ou Midjourney, je voudrais que tu me crée une histoire sur l'intelligence artificielle, ouais. Finalement, l'histoire qui sort ne peut pas... les droits, il ne peut pas y avoir de droit sur celui qui a simplement fait un prompt extrêmement simple. En revanche, si vous faites un prompt extrêmement compliqué, en mettant votre empreinte, là, Bien pour sûr. le coup, on pourrait arriver l'apport à de l'auteur. L'apport de l'auteur existerait. Pour moi, là, il y a du sens. Et la différence, et être capable d'expliquer d'où ça vient, il va falloir faire preuve de beaucoup de transparence, notamment nous, dans nos litiges de droit d'auteur. Ah oui. Il faut qu'on explique l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Exact, c'est tout l'enjeu. Comment il a fait pour y arriver, c'est quoi son cheminement intellectuel. Et là, il va falloir faire preuve de transparence quand on a créé de manière hybride et expliquer quel est son apport personnel versus celui de l'intelligence artificielle. Un tout dernier mot, il n'y a rien dans le droit qui réglemente ces sujets, on est bien d'accord. On est dans de la jurisprudence, vous observez... On est pour l'instant dans de la jurisprudence avec ce copyright office américain, mais qui n'implique pas, qui n'a aucune incidence sur le droit français. Mais pour l'instant, tout est à construire. Génial, passionnant, vraiment passionnant. Merci Vanessa Bouchara d'être venue nous éclairer sur ce sujet vraiment à défricher, puisqu'en fait... tout est en train d'être créé et le droit, j'imagine, va s'adapter au gré des... Et les entreprises aussi, et les entreprises. guidelines qui sont à mettre en place en interne pour bien savoir comment on structure les équipes créatives. Entreprises des médias et de la création en particulier. Merci, avocate spécialiste du droit d'auteur. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va parler du travail manuel. Oui, c'est un sujet essentiel. On nous parle d'industrie, on nous parle de réindustrialiser. Et de fait, il faut des travailleurs manuels. Les top 10 des métiers sous tension de Pôle emploi, c'est évidemment la grande majorité des travailleurs manuels, dont les métiers de la petite enfance, les maçons, les couvreurs, les électriciens, les poissonniers. Des métiers où on ne trouve personne. On en parle avec nos experts. Comment faire pour réconcilier les Français avec le travail manuel? C'est le thème de notre débat. C'est juste après la pause.